à tous. Bonjour. Continuons dans la série des produits financiers durables selon MIF2 et parlons de la troisième et dernière catégorie de produits financiers durables. Tout à fait, les produits durables C. Dans cet épisode, on vous explique ce que sont les produits durables C, c'est-à-dire les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité. Alors, concernant ces produits, il y a deux bonnes nouvelles et une mauvaise nouvelle. Par laquelle est-ce qu'on commence ? C'est moi qui vais commencer par la mauvaise. Les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, c'est un terme complètement barbare et incompréhensible. Vous l'avez peut-être remarqué. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais le concept, lui, est très facile à comprendre, comme vous allez le voir. Et ça, c'est la première bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'en plus, l'information est disponible. En règle générale, les sociétés de gestion disent si oui ou non leur produit est un produit durable C, c'est-à-dire si leur produit prend en compte ou non les impacts négatifs de leurs investissements. Et d'ailleurs, habituellement, elles précisent même quels impacts elles prennent en compte. Donc ça peut être par exemple les gaz à effet de serre, les déchets, etc. Consommation d'eau, la quantité de déchets générés, la différence de salaire entre les hommes et les femmes, etc. On va tout vous expliquer. Oui, ces exemples-là, c'est ce qu'on appelle les principales incidences négatives, car si une société utilise de l'eau dans son process de production, elle va avoir une incidence négative sur l'environnement, sur l'eau. Exactement. Si une société génère beaucoup de déchets, elle a une incidence négative sur l'environnement. Si dans une société, vous avez une très forte disparité de salaire entre les hommes et les femmes, par exemple, c'est possible qu'il y ait une incidence négative sur le climat social de l'entreprise. Voilà, donc si votre client veut sélectionner son produit en s'assurant que les impacts négatifs sont pris en compte, il va devoir préciser lesquels. Il va dire oui, je veux que mon produit s'assure de l'impact qu'il a sur les émissions de gaz à effet de serre, ou oui, je veux que mon produit prenne en compte l'impact sur la biodiversité, ou oui, je veux que mon produit prenne en compte les normes internationales du droit du travail, etc. En deux mots, c'est donc ça, prendre en compte les incidences négatives d'un investissement de manière un peu plus simple. Donc maintenant que vous avez compris ce que c'était que les incidences négatives, rentrons un petit peu dans les détails. Donc pour comprendre la prise en compte ou alors la non prise en compte des incidences négatives dans la gestion, il faut comprendre comment se passe la gestion des risques pour un gérant de fonds d'investissement. Donc habituellement, les gérants de fonds essaient de mesurer les effets de l'environnement, du climat social sur la performance financière de l'entreprise. Par exemple, si le climat se dégrade dans une entreprise, la productivité des salariés va certainement diminuer, l'absentéisme va augmenter et ça va avoir un impact sur la rentabilité financière de l'entreprise. Tout à fait. S'il y a des inondations, une usine va s'arrêter. S'il y a une sécheresse ou une diminution du niveau du Rhin, par exemple, les ports fluviaux seront inaccessibles, ce qui va perturber la chaîne de valeur de l'entreprise. Oui, si le système étatique dans lequel est mon entreprise est trop instable ou corrompu, cela peut impacter une entreprise qui construit par exemple des infrastructures publiques. On voit bien dans ces exemples qu'ici, on étudie les conséquences d'éléments environnementaux ou sociaux sur l'entreprise. On voit bien que le monde extérieur impacte l'entreprise. L'environnement, le social, la gouvernance impactent mon entreprise. Eh bien, les incidences négatives, c'est exactement l'inverse. C'est l'entreprise qui impacte le monde extérieur. Et avec les externalités négatives, on regarde effectivement la manière dont l'entreprise impacte son environnement, donc le climat, la biodiversité, le social. Et c'est ça qu'on appelle encore une fois les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité. En prenant en compte les incidences négatives, le gérant étudie les effets négatifs des entreprises dans lesquelles il investit sur le climat, sur l'environnement, sur la pollution, sur le climat social, sur la corruption. Prenons un exemple pour que ce soit un petit peu plus concret. Si j'investis dans une centrale nucléaire, je dois m'assurer que le niveau de la rivière qui me sert à refroidir les réacteurs est suffisamment élevé pour avoir assez d'eau. Si le niveau baisse, je n'aurai plus assez d'eau pour refroidir les réacteurs et je devrais fermer ma centrale. Ça, c'est ce que les gérants ont toujours fait. Ils regardent comment le monde extérieur peut impacter l'entreprise et donc sa rentabilité financière. Maintenant, on leur demande aussi de regarder l'inverse, c'est-à-dire de regarder comment la centrale nucléaire impacte l'environnement. La centrale impacte l'environnement via l'eau chaude qu'elle rejette dans la rivière. Quelle est la conséquence de l'eau chaude sur la faune ou sur la flore, etc. Dans cet exemple, l'incidence négative qui est prise en compte, c'est l'effet négatif de la centrale nucléaire sur l'eau. Si le gérant prend en compte dans sa décision d'investissement la quantité d'eau qui est impactée par la centrale, suit son évolution année après année, il va vous le dire et vous allez le savoir. Autre exemple, si j'investis dans Renault, quel est l'impact négatif de Renault sur l'environnement ?
Ça peut être le niveau des émissions de gaz à effet de serre de Renault. Est-ce qu'il est important? Est-ce qu'il augmente? Est-ce qu'il diminue? Si le gérant suit ces indicateurs et les prend en compte dans sa décision d'investissement ou non, il le dira. Et donc il vous dira qu'il prend ou non en compte les incidences négatives de ces investissements. Allez, on continue sur les exemples parce qu'il n'y a que comme ça qu'on comprend bien. Si j'investis dans L'Oréal, quel est l'impact de L'Oréal sur la biodiversité ou sur l'eau? Est-ce que les produits de L'Oréal polluent? Si le gérant étudie les effets négatifs de L'Oréal sur la nature, on dira qu'il prend en compte les principales incidences négatives de ces investissements, donc de L'Oréal, sur la biodiversité. Et aujourd'hui, de plus en plus, les gérants prennent en compte leur impact sur l'environnement et sur le monde extérieur en règle générale dans leurs décisions d'investissement. Oui, mais alors attention, pour le moment, ce qu'ils font vraiment, c'est récupérer les chiffres, récupérer les informations. Dans la pratique, et ça reste entre nous, l'impact réel n'est pas toujours super bien pris en compte. Mais c'est le début et normalement, s'ils disent qu'ils sélectionnent les investissements en fonction de leurs impacts, ils devraient analyser les impacts au fur et à mesure. Pas juste les chiffres de la consommation d'eau ou de tonnes de pollution, mais vraiment quel est l'impact sur la nature de polluer l'eau. Ceci étant dit, revenons à MIF 2 et aux produits durables C. Et alors justement, parmi les nouvelles questions à poser à vos clients en ce qui concerne l'ESG, il y a notamment la question sur les produits C. La question que propose Cantalis est donc: souhaitez-vous sélectionner vos investissements en fonction de leurs impacts sur, et là c'est à votre client de choisir, les gaz à effet de serre, ou bien l'impact sur la biodiversité, ou bien l'inefficacité énergétique dans l'immobilier. Évidemment, votre client peut en choisir 1, 2, 3, 4 ou tous. La diversité des genres, l'exposition aux armes controversées. Il y a plein d'autres impacts possibles. D'ailleurs, il y en a 64 proposés par la réglementation. Et vous voyez bien qu'en fait, l'objectif de cette question est de savoir si votre client a une sensibilité particulière sur un point environnemental ou social spécifique. Et ensuite, de sélectionner un produit financier qui va prendre en compte cet ou ces impacts spécifiques. Par exemple, si le client sélectionne les gaz à effet de serre, cela signifie qu'il souhaite un produit financier qui mesure les émissions de CO2 des investissements réalisés. Si le client sélectionne l'égalité de la rémunération entre les hommes et les femmes, ça veut dire qu'il veut un produit financier qui mesure et suit les inégalités de salaire au sein des entreprises du portefeuille. Et donc ça veut dire que ces produits C reportent de l'information sur des indicateurs qui sont pris en compte. Et donc normalement, ces indicateurs ensuite sont agrégés au niveau du portefeuille. Donc un investissement qui prend en compte les gaz à effet de serre doit publier le nombre de tonnes générées par les entreprises composant le fonds. Tous les investissements du fonds. Mais alors attention, vous avez compris, là c'est de la publication d'informations, donc ça ne veut pas dire que les investissements sont particulièrement vertueux sur ces sujets. Et c'est donc pas comparable aux produits A et B, qu'on a vu dans d'autres vidéos, qui eux, produits A et B, investissent dans des activités environnementales ou bien ont un objectif d'investissement durable. Oui, exactement. Comme le dit Anne-Sophie, ça ne veut pas dire que les investissements sont particulièrement vertueux sur ces sujets. Ça veut juste dire que l'information est collectée par les gérants et elle est collectée auprès des entreprises. Ceci dit, dans certains cas, les indicateurs utilisés peuvent permettre d'exclure certaines sociétés. Il y a par exemple des indicateurs sur la part d'investissement dans le secteur des combustibles fossiles. Donc là, on parle clairement de Total Energy ou alors d'autres groupes pétroliers. Et donc là, si vous avez des clients réfractaires aux énergies fossiles, vous pouvez par exemple filtrer les fonds selon leur exposition à des combustibles fossiles grâce à cet indicateur, un indicateur sur les incidences négatives. Et ça peut être par exemple intéressant sur des fonds actions de comparer leur exposition au secteur de l'énergie fossile. Alors maintenant, la question que tout le monde se pose peut-être, est-ce qu'il y a beaucoup de fonds qui justement analysent les impacts négatifs de leurs investissements? Oui, il y a beaucoup de fonds, article 8 et article 9, qui prennent en compte certains impacts négatifs. Alors nous avons encore 3 choses à voir avant de conclure notre vidéo, à voir avec vous. La première chose, c'est le marché des produits C, maintenant que vous avez compris ce que c'était. La deuxième chose, c'est où trouver l'information. Et ensuite, la troisième chose pour les plus téméraires et ceux qui veulent vraiment aller au bout du sujet, nous allons vous présenter les impacts négatifs les plus courants, ceux qui sont le plus couramment pris en compte et comment ils sont calculés. Alors commençons par le marché. Dans ce graphique, vous voyez une liste d'impacts négatifs et le pourcentage des fonds articles 8 et 9 qui les prennent en compte. À la première ligne, on voit par exemple que selon Morningstar, 70% des fonds article 8 prendraient en compte les émissions de gaz à effet de serre et 90% des fonds article 9. Les autres impacts qui sont assez bien reportés par les sociétés de gestion, c'est l'exposition aux énergies fossiles, les armes controversées
ou bien encore la consommation d'eau. Vous retrouvez aussi la différence de salaire entre les hommes et les femmes, la diversité du conseil d'administration, les déchets les plus polluants, l'efficacité énergétique des bâtiments qu'on voit tout en bas du graphique. Et maintenant qu'on a dit tout ça, comment savoir si un fonds prend en compte ou non les principales incidences négatives? Autrement, comment savoir si c'est un produit C? C'est une très bonne question et on donne toujours la même réponse. Il y a ce fameux fichier EET, vous allez avoir bientôt une vidéo sur ce fichier EET. Donc dans ce fichier, vous retrouverez toutes les incidences négatives, elles sont toutes listées et donc vous pouvez savoir si le fonds prend ou non en compte les éléments environnementaux ou sociaux auxquels votre client est attaché. Et là, évidemment, l'information ne sera publique que si la société de gestion la disclose. Et puis sinon, vous pouvez aussi demander à la société de gestion qui commercialise le fonds si elle prend ou non en compte les incidences négatives et surtout lesquelles. Et ça, cette information vous permettra de savoir si le fonds est bien un produit C et puis de matcher la demande de votre client qui peut être très spécifique. Euraseo, par exemple, a publié dans son rapport les principales incidences négatives de tous ces fonds. Vous voyez les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau, l'intensité carbone de chacun des fonds. Effectivement, là, si on regarde en détail, il y a pas mal de non disponibles ou de zéro, mais c'est juste le début. Et au fur et à mesure, toutes les sociétés de gestion vont vraiment discloser l'information. Je vous invite d'ailleurs à regarder ce type d'information. Ça pourra vous permettre de vous familiariser avec tous ces sujets et aussi avec les ordres de grandeur. Et je vous encourage aussi à comparer l'intensité carbone des fonds que vous commercialisez. Juste pour information et juste pour voir s'il y en a qui ont des intensités carbone qui sont très élevées versus d'autres beaucoup plus faibles. Alors maintenant, pour tous ceux qui le veulent, on vous propose de rentrer dans le détail des indicateurs les plus connus. Après ça, vous serez un expert des incidences négatives et des produits financiers C. Je confirme. Et donc commençons par les deux indicateurs les plus connus qui sont évidemment les gaz à effet de serre, enfin les émissions de gaz à effet de serre et l'empreinte carbone. Alors là, je pense que vous pouvez profiter de notre présence ici pour vous expliquer ce que c'est qu'un bilan carbone. On fait une toute petite digression, mais on va vous expliquer ce que c'est qu'un bilan carbone et qu'est-ce que sont que les émissions de niveau 1, niveau 2 et niveau 3, qu'on appelle aussi couramment scope 1, scope 2, scope 3. Pour mesurer l'impact d'une entreprise sur le climat, on mesure ses émissions de gaz à effet de serre. Et c'est ce qu'on appelle faire un bilan carbone. Donc ça, c'est simple. Ensuite, quand on regarde les différents scopes d'émissions, donc le scope 1 du bilan carbone, enfin des émissions de CO2 d'une entreprise, ce sont les émissions générées via son processus de production. Donc si je prends l'exemple d'une entreprise qui fabrique des voitures, le scope 1, ce sont les émissions qui sont générées au cours du process de production, comme quand on utilise toutes les machines, donc les chaudières, les fours, les incinérateurs, les moteurs, etc., tout ce que vous voulez, et donc tout ce qui requiert de l'énergie au cours du processus de production. Ça, c'est le scope 1. Le scope 2, ce sont les émissions de gaz à effet de serre générées par la génération d'électricité. Donc toute l'électricité utilisée par l'usine, ça va dans le scope 2. Donc si je reprends le même exemple, une voiture fabriquée en Pologne n'a pas le même bilan carbone qu'une voiture fabriquée en France, car en Pologne, on utilise beaucoup d'énergie, d'électricité produite à partir de charbon, alors qu'en France, on utilise beaucoup d'énergie nucléaire. Donc le process de production d'une voiture produite, fabriquée en Pologne est beaucoup plus que le process de production d'une voiture fabriquée en France. Et maintenant, le scope 3. Le scope 3 des émissions de gaz à effet de serre, ce sont toutes les émissions qui sont générées en amont et en aval de la chaîne de valeur. C'est-à-dire, en l'occurrence, si on garde l'exemple de la fabrication de voitures, tout ce qui est généré via l'extraction des matières premières pour ensuite fabriquer les voitures. Donc, gaz à effet de serre, c'est pris en compte. Et ensuite, toutes les émissions générées par l'utilisateur final. Donc là, le scope 3 d'un fabricant de voitures, ça va être les émissions générées quand on va extraire l'acier, transporter l'acier jusqu'à l'usine de production, donc en amont de la chaîne de valeur, et puis ensuite tout le transport des matières premières. Puis après en aval, toutes les émissions de CO2 qui sont générées lorsque le client utilise sa voiture. Donc quand vous roulez avec une voiture Renault, vous augmentez le bilan carbone de Renault. Voilà, et donc la somme des émissions scope 1, scope 2 et scope 3, ça donne le bilan carbone de l'entreprise. Et donc pour faire le lien avec ce qu'on vous disait juste avant, si on revient à l'indicateur le plus courant utilisé pour mesurer les externalités négatives d'une entreprise, c'est donc les émissions carbone, scope 1, scope 2, scope 3 et puis la somme de toutes les émissions. Le deuxième indicateur très courant, c'est l'empreinte carbone. Là, l'idée est simple, on prend les émissions carbone du portefeuille et on le divise par la taille du portefeuille, la taille des encours. C'est-à-dire qu'on va mesurer les émissions de CO2 émis par les sociétés du portefeuille qu'on divise par l'encours.
Prenons un exemple pour que ce soit peut-être plus Voilà. parlant. Donc si j'investis 1 million dans une entreprise et que je détiens cette entreprise à hauteur de 50% du capital, si cette entreprise émet 1 million de tonnes de CO2, l'empreinte carbone de mon investissement sera de 0,5 tonnes de CO2 par million investi. Pourquoi? Parce que je détiens 50% de 1 million de tonnes de CO2 que je divise par le montant investi 1 million, ce qui donne donc 0,5 tonnes de CO2 par million investi. On se retrouve avec une empreinte carbone par million investi. C'est un indicateur là aussi utile pour comparer les fonds entre eux. Le troisième indicateur très utilisé, c'est l'intensité des émissions de gaz à effet de serre des sociétés investies. Là, on va prendre le volume des émissions de gaz à effet de serre, toujours le même, qu'on va diviser par le chiffre d'affaires. Ça nous donne une intensité. Si la société, dans mon exemple précédent, a un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros, l'intensité carbone de l'entreprise sera 1 million de tonnes de CO2 émis par l'entreprise, divisé par 10 millions De chiffre d'affaires. Merci. Ce qui va faire 0,1. La société émet 0,1 tonne de CO2 par million de chiffre d'affaires. Certaines sociétés, ça va être 0,1 et d'autres, ça va peut-être être 2 tonnes de CO2 par million de chiffre d'affaires. Ça permet de les comparer. Alors passons maintenant à d'autres réjouissances, ce sont donc les indicateurs sociaux. On a des indicateurs qui traitent par exemple d'entreprises du portefeuille qui ont violé les principes de l'OCDE, ou bien des indicateurs qui vont mesurer la part d'entreprises du portefeuille qui n'ont pas de politique ou bien de process de contrôle des principes du Pacte mondial des Nations Unies, ou bien des indicateurs sur l'écart de rémunération moyen entre les hommes et les femmes. Voilà, il y en a plein d'autres. Et pour ceux qui investissent dans des produits monétaires ou obligataires, il y a 2 indicateurs spécifiques pour les titres d'État. Exactement. Le premier indicateur, c'est l'intensité des gaz à effet de serre des pays, qui est calculée en faisant la somme de toutes les émissions d'un pays divisé par le PIB et en prenant en compte pour l'investisseur sa part dans l'endettement total du pays. Et le deuxième indicateur sur les produits monétaires, c'est la violation des normes sociales par les pays dans lesquels les investissements sont réalisés. Et pour ceux qui commercialisent des produits immobiliers, il y a 2 indicateurs spécifiques. Donc le premier indicateur, c'est l'exposition du fonds à des actifs immobiliers utilisés pour la production, le stockage ou le transport de combustibles fossiles. Voilà, et le deuxième indicateur concernant l'immobilier, c'est l'exposition du fonds à des actifs immobiliers qui sont inefficaces sur le plan énergétique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un actif immobilier inefficace? Eh bien, c'est tous les bâtiments qui ont des certificats de performance énergétique qui sont inférieurs ou égaux à C. Pour les bâtiments construits jusqu'à fin 2020 et pour tous les bâtiments construits à partir du 1er janvier 2021, ce sont tous les bâtiments qui ne sont pas à énergie positive. Et donc ça, c'est assez utile pour tous les investisseurs dans l'immobilier parce que cet indicateur, il peut vous permettre de discriminer tous les fonds dont la performance énergétique est vraiment très mauvaise. Et ça de manière assez facile grâce à cet indicateur. Bon, on a fait donc le tour de tous les indicateurs que vous pouvez proposer à vos clients qui veulent investir dans des produits C. Donc encore une fois, des produits qui prennent en compte leur impact sur l'environnement ou le social. Voilà, eh bien j'ai envie de dire bravo, bravo à tous ceux qui sont arrivés jusque-là, au bout de cette vidéo, et on vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, où là on va reprendre un petit peu de recul, on va faire le lien entre les produits A, les produits B et les produits C avec ce que vous connaissez déjà, les fonds article 8, les fonds article 9, les labels, l'investissement socialement responsable, etc. On vous dit donc à bientôt. À bientôt.